je dis que c'est s'adapter. S'adapter, être résistant, porter les bonnes valeurs, quitte à être minoritaire. Et pour moi, c'est là l'espoir. L'espoir, c'est de se dire que même si on est minoritaire, ou on peut être minoritaire d'une façon de penser, d'une façon d'être, ou bien d'une façon de voir la vie en positif, malgré justement ce constat négatif, je pense qu'il faut quand même garder une petite lumière en soi comment dirais-je, d'optimisme, ne serait-ce que parce qu'on a une génération qui vient, ne serait-ce que parce qu'on a des enfants. Bonjour Christine Kelly. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir et de présenter votre livre Liberté sans expression au Cherche Midi, aux lecteurs de Boulevard Voltaire. Et puis nous sommes heureux aussi d'avoir l'occasion de parler de votre émission culte, enfin de l'émission culte de CNews que vous menez d'une main de maître, parce que je crois qu'elle fête son anniversaire et je sais les lecteurs de Boulevard Voltaire très très friands de cette émission et toujours au rendez-vous. Alors on ne présente pas Christine Kelly, mais je vais quand même le faire. Donc vous êtes journaliste, mais vous avez été sage au CSA pendant un long moment. Oui, vous avez été la plus jeune, je crois, à l'époque au CSA. Et vous avez été journaliste à LCI, et puis également dans des médias d'outre-mer et de métropole, c'est ça, hein. Canal, etc. Exactement. Donc aujourd'hui, vous êtes comment dire, la figure de l'émission de CNews Face à l'info. Hasard du calendrier, un individu qui vous harcelait vient d'être condamné. Est-ce que c'est une satisfaction pour vous ? Non, c'est pas une satisfaction, et oui, en même temps. Non, c'est pas une satisfaction parce que cet homme a quand même été très loin, donc je pense que ça n'effacera pas mes blessures, ni les blessures de la liberté d'expression. Et à la fois, oui, c'est une satisfaction parce qu'au moins il y a eu justice. Mais la meilleure des satisfactions pour moi, c'était plus sa nuit en garde à vue. Je sais qu'il a passé une nuit en garde à vue et j'espère que ça lui a permis de réfléchir. Mais c'est un coup dur à la liberté d'expression. C'est-à-dire être menacé de mort juste en faisant son travail, c'est un coup dur à la liberté d'expression. Et est-ce que ce sont ces menaces qui vous ont poussé à écrire ce livre, ou le climat général ? Complètement, c'est ça. Les menaces, le climat général, justement ces coups portés à la liberté d'expression. Lorsqu'on se réveille un matin et qu'on se dit « Tiens, Gordane et Slavène, ça va ?» et que ce sont vos deux gardes du corps qui vous accompagnent tout le temps dans tout ce que vous faites, on se demande « Mais je suis protégée de quoi ? Je suis protégée de qui ?» Et c'est là qu'on se rend compte finalement qu'on est dans une jolie démocratie qui veut justement avoir pour définition la liberté d'expression. Et finalement, comme Ophélie Meunier, qui n'a fait que lancer un reportage, comme moi, qui ne fait que porter les couleurs de Face à l'info, c'est-à-dire la liberté d'expression, où toutes les opinions sont admises tant qu'elles sont à l'intérieur du cadre législatif, uniquement à cause de ça, j'ai des menaces de mort et j'ai des gardes du corps. Donc oui, ça m'a poussé à réfléchir. Ça m'a poussé à réfléchir sur le métier de journaliste. Ça m'a poussé à réfléchir sur la société d'aujourd'hui, une société d'inversion de valeurs, une société qu'on a du mal à reconnaître finalement. Et est-ce que vous vous attendiez à de telles réactions, à tels changements de votre vie quand vous avez accepté de présenter Face à l'info ? Pas du tout. Ah, pas du tout, pas du tout. Je savais que ça serait un bouleversement, je savais que ça serait un changement de vie, je savais qu'il fallait faire face aux critiques. Ça, oui. Je revenais du CSA, de mon mandat au CSA, ensuite 3 ans d'interdiction de médias, ensuite j'ai commencé à travailler un peu, commenter l'actualité sur CNews et aussi chez Cyril Hanouna à TPMP,
que j'ai adoré, quoi qu'on l'on en dise, et j'ai appris à regarder, à observer, par exemple, ces chroniqueurs sur TPMP, qui sont parfois décriés, mais qui sont victimes de menaces de mort. Cyril Hanouna, victime de menaces de mort. Donc lorsque je suis arrivée aussi à CNews pour faire face à l'info, je venais justement d'un climat, j'avais commencé à tâter le terrain et à sentir que ce climat était un climat de violence et de vouloir faire taire l'autre. Du coup, je savais que je mettais mes pieds dans des sables mouvants, mais je ne savais pas que ça serait à ce point-là. Et qu'est-ce qui vous a le plus blessé? L'injustice, donc l'inversion de valeur, ou l'inversion de valeur, donc l'injustice, parce que je trouve que bien souvent, dans ce monde d'inversion de valeur, on n'entend plus la vérité. On n'entend plus une voix saine, on n'entend plus une voix propre, on n'entend plus une voix normale. Maintenant, la politesse est décriée, la bienveillance est décriée. Dès qu'on fait du bien, on est décrié. Par contre, quand on fait du mal, on est applaudi. On est même disculpé, on cherche même des solutions. Exemple, là, très récemment, ce week-end, Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'Adrien Quatennens est victime de lynchage. Donc la victime, le coupable, celui qui a donné la gifle, passe pour victime. Exemple encore, on voit comment les prisonniers, on dit qu'ils sont opprimés. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils fassent un peu de fête à l'intérieur de la prison, etc. Donc on est dans un monde d'inversion de valeurs, et ce qui me fait le plus mal, en fait, c'est ce changement de situation qui fait que le bien passe pour le mal passe pour le bien, et au nom du bien, je dis bien entre guillemets, on fait le mal, mais on dit qu'on fait le bien. C'est-à-dire qu'on veut faire taire, on fait du mal à la démocratie en disant qu'au contraire, on veut faire du bien à la démocratie. On veut épurer certaines voies VOIX de la démocratie juste au nom du bien, B-I-E-N avec un B majuscule, comme le dit Philippe Meuret. Et ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Ça me fait mal de voir notre société qui s'effrite comme ça sous nos pieds. Et c'est inquiétant. Alors quand on lit votre livre, ce qui est très touchant et très intéressant, parce qu'on sent que ça vous a construit, on voit que vos parents vous ont transmis de belles valeurs d'éducation et de rigueur notamment. C'est quelque chose qui vous a marqué durablement. Complètement. Ça a été pour moi un cadre très important. Et lorsque je vois encore ma mère me dire « Christine, on vient de te dire que tu es jolie, mais c'est pas important. Pense à ta beauté intérieure. » Elle m'a dit ça toute ma vie. Christine, l'apparence est trompeuse et la beauté est vaine. Pense à ton intérieur. Ce n'est pas ça qui compte. La beauté, ça part. L'extérieur, ça part. Cultive tes qualités intérieures. Toute ma vie, elle m'a dit ça. Et je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, maman? Mais quoi? Finalement, j'ai été baignée avec ces valeurs, ancrée dans ces valeurs. N'hésite pas à être différente, Christine, mais garde tes valeurs. Ne fais pas comme les autres. Tout le temps, elle me disait ça. Mon père aussi. Si bien qu'aujourd'hui, que dans des rédactions, par exemple, tout le monde fumait, je ne fumais pas, ou bien j'avais une façon de voir, pas les autres, ou bien... Et voilà, j'ai toujours gardé mon identité, finalement. Donc, je pense que ces valeurs données par mes parents, ce cadre donné par mes parents, m'ont permis de garder... jalousement cette petite lumière qui brille en moi et qui me dit ne fais pas comme les autres, mais surtout garde ton éthique. Alors, du reste, vous avez été élevé chrétiennement. Oui. C'est un reproche que l'on vous a fait récemment, ou en tout cas, sur les réseaux sociaux, on vous a accusé de mettre en avant finalement votre foi. Cela vous a touché également, j'imagine? Je m'y attendais. Mais par exemple, je vois votre médaille et je vois donc que vous êtes catholique. Moi, je porte pas de médaille, je suis pas catholique, je suis protestante. L'autre jour, Cyril Hanouna, il a dit, écoutez, voilà, moi je suis juif, vous le savez, il faut s'aimer les uns les autres à l'antenne. On va rompre le jeûne de Kippour ensemble. Bon, je n'ai pas fait ça à l'antenne, je n'ai pas fait de prosélytisme, je n'ai pas fait tout ça. Et je respecte, et j'aurais pu aussi dire à l'antenne, voilà, que je suis chrétienne, ça ne me dérange pas. Par exemple, comment il s'appelle, Charlotte Dornelas, elle dit qu'elle est chrétienne, elle est catholique. Mathieu Bocoté est catholique. Éric Zemmour était sur mon plateau, il disait qu'il était juif, tout le monde le sait. Donc, vous voyez, je veux dire, après, les fausses polémiques, je les laisse tomber. Il n'empêche que, oui, je suis chrétienne, ça fait longtemps que je le dis, j'en parle aussi dans mon livre. Et ceux qui veulent faire des polémiques en
est encore dans le monde des versions de valeur, on est encore dans la volonté de faire des procès en illégitimité, et ce qu'on pardonne à certains. Sonia Mabrouk, elle est musulmane, elle le dit. Donc encore une fois, Sonia Mabrouk est musulmane, elle le dit. Cyril Hanouna, il est juif, il le dit. Éric Zemmour, il est juif, il le dit. Comment dirais-je, Charlotte Dornelas, elle est catholique, elle le dit. Je suis protestante et je le dis tout simplement. Alors, il y a quand même des gens dans notre société qui ont du mal avec Dieu. La laïcité à la française, c'est quand même pas rien et c'est peut-être propre à notre pays. Oui, c'est propre à notre pays. Ça n'empêche pas d'avoir... ce qui est bien avec la France et la laïcité, et moi j'aime bien respecter les lois de la France, c'est la liberté de croire et la liberté de ne pas croire. Ça c'est la France, ça c'est la liberté, ça c'est la liberté de conscience. Et je trouve que comme l'émission Face à l'info, il faut écouter l'autre, partager, ne pas vouloir faire taire, être d'accord, ne pas être d'accord, trouver un autre accord lorsqu'on est en désaccord, mais en tout cas partager. Et je trouve que moi j'ai des amis musulmans, et j'ai des amis musulmans depuis très longtemps qui ne m'ont même pas abandonné en faisant par exemple l'émission Face à l'info. On partage, on discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on voit nos limites et on échange. J'ai des amis catholiques, j'ai des amis protestants avec qui je ne suis pas forcément d'accord. Donc l'idée générale est surtout d'être dans ce pays de liberté d'expression où, avec la laïcité, justement, on respecte les lois de la laïcité, ça n'empêche pas de discuter, d'échanger. Encore une fois, liberté de ne pas croire et liberté de croire. Alors on a beaucoup parlé de ce qui vous avait touché ou blessé, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de signes aussi d'affection qui vous ont fait plaisir. Moi, je vous suis sur les réseaux sociaux, je sais que vous avez un groupe de fans absolument incroyable. C'est vrai que c'est une belle aventure, ça a formé une espèce de communauté face à l'info. Vous sentez ce climat ? Très intéressant ce que vous dites, cher Gabriel. Pour sentir ce climat, il faut sortir de l'émission et aller sur le terrain. Il y a d'un côté, effectivement, l'intelligentsia journalistico ou la méchanceté des réseaux sociaux, voilà, qui est complètement déconnecté de la réalité de l'émission. Et d'un autre côté, tout ce fan club, entre guillemets, effectivement, sur les réseaux sociaux, et la réalité du terrain. À partir du moment où je rencontre des gens sur le terrain, que ce soit pour mon livre, etc., je suis stupéfaite par l'engagement des téléspectateurs et des gens qui viennent me voir par rapport à l'émission et des gens qui connaissent le détail de l'émission depuis le premier jour, des fidèles. Donc je suis très surprise par cet engagement, par cette énergie incroyable des téléspectateurs et qui me le font savoir, et ça c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir. Et comment analysez-vous ce grand succès qu'apporte Face à l'info selon vous, que n'apportaient pas d'autres émissions jusque-là ? La liberté d'expression, peut-être ? Oui, je pense que c'est ça, la liberté d'expression. Je pense que c'est la faculté de Face à l'info de parler de tout, d'oser parler de tout, d'oser s'interroger. Évidemment, on veut faire taire Face à l'info. Évidemment, on veut faire taire les chroniqueurs de Face à l'info. Mais c'est ça la particularité de Face à l'info. C'est-à-dire qu'on ose parler de ce qui fâche, au lieu de cacher. Et ce, comme je le dis dans mon livre, au lieu, dans certaines rédactions, en amont, de dire, tiens, ça, ce sujet-là, on ne va pas montrer aux téléspectateurs. Non, c'est pas notre ligne éditoriale, on ne va pas montrer ce sujet. Non, on parle de tous les sujets. Et ça, c'est important. Et je pense que les téléspectateurs en ont conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de sujet dont on n'ose pas parler. Et ça, c'est important aujourd'hui, de déplacer le curseur et de le placer non pas entre les mains du journaliste, entre les mains de la chaîne, mais entre les mains du téléspectateur. Voilà ce qu'on a comme info, on vous donne l'info, à vous de regarder, de penser, de réfléchir. On vous donne à penser, on ne pense pas à votre place, on vous donne à réfléchir, on ne réfléchit pas à votre place. Oui, ce qu'on va vous dire peut être violent, mais on vous donne ce qu'on a comme information, à vous d'avoir les éclairages nécessaires et suffisants pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est la marque de Face à l'info, qui est aussi la marque générale de ces... Oui, alors on sent, je trouve que les spectateurs le sentent, une grande humilité chez vous et une grande qualité d'écoute et une grande sérénité. C'est vrai qu'on a l'impression que le monde peut s'écrouler, vous resterez parfaitement stable. Et puis on sent une grande liberté. Alors moi j'ai été frappée par cette phrase, je prends mon petit papier pour la lire in extenso. Dans votre livre vous écrivez à propos de la discrimination dite positive. Ce que je pense de la discrimination dite positive, elle ajoute des inégalités aux précédentes, elle
excite le repli identitaire, elle nuit de manière frontale aux libertés. Ça, c'est pas courant comme opinion. C'est sûr que c'est pas courant et c'est sûr que je me fais pas des amis, en même temps je me fais des amis. C'est-à-dire que et j'ai toujours été contre la discrimination positive parce que j'ai toujours été dans toute ma carrière, encore une fois, pour être prise, et je reviens à ce que je disais par rapport à ma mère, d'être embauchée par rapport à mes compétences. Je suis prête à quitter mon emploi si c'est pas mes compétences, si c'est une apparence, ma féminité, ma couleur de peau qui sont en jeu pour un métier, pour un poste, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve que les compétences, lorsque je parle à des gens issus des minorités, dans un taxi, dans un Uber, dans la rue, etc., ou bien la communauté antillaise, ils me disent, mais Christine, porte haut pour nous les valeurs, justement, de cette méritocratie qui est hors discrimination positive, mais qui est uniquement basée sur la compétence. Les gens ont envie de savoir qu'il y a aussi des Noirs et des Antillais qui sont embauchés non pas par rapport à leur couleur de peau, mais par rapport à leurs compétences. Donc je trouve que c'est très important d'avoir. Je respecte ceux qui se battent pour la discrimination positive, mais ce n'est pas du tout mon avis, et je suis contre la discrimination positive, mais pour valoriser les compétences. Alors, je voulais aussi vous faire parler de vos modèles, parce que vous citez quelques noms dans votre livre, divers, hein, ça va de Abélard et Saint Thomas d'Aquin à Cyril Hanouna. Quels sont vos modèles? Vous parlez également d'Albert Londres, quels sont vos modèles actuels, historiques ou autres? Oui, moi j'aime bien La plume dans la plaie d'Albert Londres. Oui, j'aime bien, comment dirais-je... En dehors de la France, Oprah Winfrey, par exemple, qui est une grande journaliste ou animatrice américaine, pour sa capacité de résilience, pas forcément pour toutes ses idées, mais pour sa capacité de résilience. Et j'adore aussi ne pas cultiver justement un modèle. Le fait d'avoir justement sa propre vie, sa propre façon de penser, son propre regard, sa propre vie, son propre chemin. Et je dis toujours, chacun sa route, chacun son rêve, chacun son chemin, chacun son destin. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au fond, vous avez été embarqué dans l'aventure Éric Zemmour de facto, mais pourtant bien malin qui pourrait dire aujourd'hui si vous soutenez ou si vous n'êtes pas d'accord avec Éric Zemmour. Vous avez réussi à garder tout à fait votre neutralité sur l'aventure Éric Zemmour. Et j'ai l'impression que c'est ce qui gêne lorsque je suis critiquée, par exemple, sur certains médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut vous assigner à résidence d'opinion. Je refuse. Sauf si je suis sur le plateau de Morandini ou ailleurs où on me pose la question, je vais répondre. Mais je trouve qu'il faut qu'il y ait encore ce journalisme où on ne donne pas son opinion. Ça n'empêche pas du tout les émissions comme Pascal Praud, ou bien Sonia Mabrouk ou d'autres, etc., de donner leur opinion. Mais il faut qu'il y ait aussi qui ne donnent pas leur opinion. Moi, sur mon plateau, ce sont mes chroniqueurs qui donnent leur opinion et je trouve que c'est très bien comme ça. Et lorsqu'il y avait Éric Zemmour, c'était important que je ne puisse pas, je n'avais en aucun cas envie d'être dans la position de celle qui a la bave aux lèvres et qui est en permanence en train de chercher à contredire l'autre en permanence. Il y a beaucoup de choses qu'a dit Éric Zemmour qui aujourd'hui s'avèrent en quelques mois, s'avère plus positive qu'elle ne l'était auparavant, plus réelle qu'elle ne l'était auparavant. Donc je trouve que souvent on est dans la rage d'être contre l'autre, alors que la vérité du moment n'est pas forcément la vérité, ou la vérité d'aujourd'hui, c'est pas forcément la vérité d'hier. Donc je suis très humble par rapport à l'information, très humble par rapport aux opinions des autres, parce que l'opinion de quelqu'un aujourd'hui peut vous choquer, peut vous faire sortir de vos gonds, et pour autant, dans 6 mois, dans un an, il ou elle aura raison. Donc je trouve que ma position dans cette émission est vraiment de garder ma place et mon poste d'humilité, valoriser les avis et les opinions des uns et des autres, et de rester le plus neutre possible pour mieux les entendre, et ce qui n'empêche pas d'avoir mes opinions. Et c'est vrai que je pense que même Éric Zemmour ne sait pas pour qui j'ai voté. Pas je pense, je sais qu'il ne sait pas pour qui j'ai voté. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours également, c'est que vous avez été à la fois juge et partie, puisque vous avez été au CSA, aujourd'hui Arcom, et puis maintenant vous êtes chez CNews et dans cette émission phare. Comment vivez-vous ce passage? Est-ce que ça vous donne un regard plus acéré sur le fonctionnement du CSA et de l'Arcom?
Alors, lorsque j'étais au CSA, c'est intéressant parce que votre question, parce que j'ai exactement la même ligne éditoriale que j'avais au CSA, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est-à-dire convaincre plutôt que contraindre. Ça a toujours été mon credo pour travailler avec les différents médias. Et je suis très contente d'avoir eu un bilan clair et net pendant mon mandat au CSA, des choses concrètes que j'ai pu faire. Et je me suis occupée du temps de parole de la présidentielle et des législatives, par exemple en 2012. Et j'ai bien connu Jean Lassalle, plein de candidats à la présidentielle à cette époque. Et je me suis battue pour leur liberté d'expression. Mais Jean-Luc Mélenchon, je me suis battue pour qu'il puisse parler sur certaines chaînes, certaines radios. Je me suis battue pour qu'en dehors de toute opinion politique personnelle, si j'en ai, que chacun puisse pouvoir parler dans les médias pour qu'au bout du bout, ça puisse être le téléspectateur qui puisse avoir les clés en main. Donc, il n'empêche que même si de l'extérieur, ça peut sembler être assez paradoxal, ma place après le CSA dans Face à l'info, ce n'est qu'une continuité, qu'une concrétisation de ce que j'ai fait au CSA, c'est-à-dire que la première mission du CSA est de se battre, de gérer et de protéger la liberté d'expression au quotidien sur les médias, et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, donc c'est la pure continuité, même si certains ne veulent pas le voir. Alors dans le prolongement de cette question, vous évoquez dans votre livre la coloration très à gauche, hein, c'est difficile de le nier, en donnant des exemples précis des écoles de journalisme. Est-ce que c'est pas un vrai sujet démocratique pour la France? Et du reste, on a constaté au moment de la présidentielle, et c'était quand même un peu perturbant, troublant, que 100% par exemple des quotidiens de la presse écrite ont appelé, je ne dis pas rester neutre, je ne dis pas vous votez Marine Le Pen, ils auraient pu rester neutre, non, ont appelé à voter Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas un réel problème de pluralité de la presse, des écoles de journalisme à la presse elle-même? Il y a un problème et je pense que les gens s'en rendent de plus en plus compte. Et ce problème dans les écoles de journalisme, j'ai osé en parler parce que j'étais stupéfaite de voir, je suis sortie de l'école de journalisme, donc 97, je crois, ça date, ou 96, mais de voir à quel point aujourd'hui, lorsque j'ai interrogé pour mon livre différents jeunes qui sont dans des écoles de journalisme, ils m'ont raconté à quel point il ne fallait pas parler des chaînes d'infos, il ne fallait pas parler de CNews, ni de BFM, et quant à CNews, il y a un étudiant qui a fait le test de parler d'une fois de CNews, il est passé de 16 à 0, tout simplement. Donc c'est très intéressant de voir comment l'idéologie infuse chez nos jeunes, depuis l'école de journalisme jusqu'à la presse. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir cette prise de conscience, parce qu'on en parle et parce que maintenant on met les projecteurs sur cette façon d'infuser justement une certaine idéologie sans laisser les gens décider eux-mêmes et penser à leur place, qu'il y a certains étudiants résistants, très jeunes déjà, qui cherchent une école de journalisme qui ne soit pas dans l'idéologie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et ça donne peut-être aussi un peu d'espoir. C'est-à-dire de voir que maintenant, les lunettes, et peut-être aussi grâce à l'info, je reste humble, mais je dis sûrement grâce à l'info, grâce à Face à l'info, qui a des lunettes qui sont, en tout cas, un aveuglement qui... maintenant, les gens commencent à voir. Quand je vois comment France Inter a fini par prendre des chroniqueurs de droite pour la première fois, tendance droite, on va dire, pour la première fois de leur histoire, là, on commence à réfléchir. Ça veut dire qu'au bout du bout, finalement, il n'y avait pas de pluralité au sein de votre radio et que maintenant vous tendez justement et vous essayez d'équilibrer. Donc ça veut dire que le téléspectateur se rend compte lorsqu'il n'y a pas de pluralité et du coup ça permet de réfléchir et de se rendre compte de la réalité et de se positionner pour prendre une certaine distance parce qu'aujourd'hui tous les médias ne jouent pas le rôle de la liberté d'expression. Alors dans Face à l'info, parfois il y a souvent, mais c'est la réalité du pays, mais il y a souvent une analyse assez pessimiste. Est-ce que pour vous, c'est une question que nous posons à tous nos invités, est-ce que pour vous il y a un motif d'espérer en France et quels sont ces signes? Alors vous en avez donné un, c'est peut-être l'aspiration à la liberté des journalistes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ou est-ce que vous pensez que tout est foutu? Question embarrassante parce que moi je pense que les choses n'iront pas en s'arrangeant
pour être très 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 honnête. Je pense que pour la première fois, on voit vraiment que ce soit les philosophes, les sociologues, les politiques, tout le monde sent qu'on est dans un basculement progressif mais accéléré. Et à partir de là, je pense que ça, c'est déjà un véritable constat à avoir et à faire sans basculer dans le pessimisme et le négativisme, mais être vraiment conscient de ça. Et à partir de ça, je dis que c'est s'adapter. S'adapter, être résistant, porter les bonnes valeurs, quitte à être minoritaire. Et pour moi, c'est là l'espoir. L'espoir, c'est de se dire que même si on est minoritaire, ou on peut être minoritaire d'une façon de penser, d'une façon d'être, ou bien d'une façon de voir la vie en positif, malgré justement ce constat négatif, je pense qu'il faut quand même garder une petite lumière en soi comment dirais-je, d'optimisme, ne serait-ce que parce qu'on a une génération qui vient, ne serait-ce que parce qu'on a des enfants, ne serait-ce que, et j'ai une fille, et je l'élève autant que faire se peut, dans justement cette faculté d'adaptation. Et je pense que face à ce monde en déclin, il faut s'adapter. Et je dis tout le temps à ma fille qu'il faut 3 choses. Bien sûr, soit la première, ça c'est important pour moi, mais au-delà de ça, capacité d'adaptation, maîtrise des émotions et détermination. Et je pense que dans ce monde qui bouge à une vitesse grand V, s'adapter c'est important, se maîtriser ses émotions, vous parliez de sérénité, de calme, et détermination. Rester déterminé, même si les vents sont contraires, même si le vent souffle, et même si tout s'écroule autour de nous. Écoutez, je crois que c'est une belle conclusion. Merci Christine Kelly. Merci beaucoup.